Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Et aujourd'hui, face à moi, j'ai Erwin. Alors Erwin, merci de nous rejoindre au studio chez Transforma. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment est-ce que tu te présentes quand tu te présentes à quelqu'un ? Bon, d'abord, je dis mon nom. Je m'appelle Erwin Spitzer. Erwin prononcé à l'allemande, l'origine de mon prénom. Et je dis que je suis architecte. C'est ton métier. C'est mon métier. Et c'est ta passion, parce qu'on a parlé un peu off. Alors, c'est ma passion qui s'est après doublée et triplée même par des considérations extérieures au métier stricto sensu d'architecte. Je suis aussi conseiller PEB, donc je m'occupe de performance énergétique des bâtiments. Je m'intéresse énormément à la durabilité. Et donc, évidemment, toutes ces couches se rajoutent à celles d'un métier déjà assez complexe qui est celui d'architecte. Le nom de ton entreprise, c'est Atelier d'architecture Erwin Spitzer. De ton nom. De mon nom, C'est tout simplement. J'ai été très original. Quel est le moment où il y a le déclic qui s'est fait sur un changement ? Quand je suis rentré à l'école en 82, j'étais sur une trajectoire qui venait de mon enfance où j'avais toujours dit que je voulais être architecte parce que je construisais de belles maisons en Lego et que j'avais le soutien de ma grand-maman. Et finalement, j'ai fait ce métier un petit peu par conviction, mais surtout parce que je trouvais que c'était cool. Impact sur le futur aussi dans la construction ? Oui, bien sûr, l'impact sur le présent déjà. On parlait assez peu à l'époque, à moins d'être dans le club de Rome ou autour des époux Meadows, on parlait pas tellement de durabilité. Beaucoup de gens dans le bâtiment se disent « moi je veux faire du bâtiment » parce que les gens vivent dans les bâtiments. C'est un impact social, ça je veux dire. Alors c'était Après on vraiment parlera social. de l'autre impact. Voilà. Ça, c'était vraiment social. Je me voyais accompagner des personnes dans la construction, la transformation. À l'époque, on parlait un peu plus de construction quand même. Du lieu à peu près le plus important ou l'un des lieux les plus importants de leur L'habitat. vie. Là où ils vont habiter, là où ils vont s'aimer, là où ils vont avoir des enfants, là où Travailler ils vont aussi. travailler, Ouais. là où ils vont parfois circuler, voyager. Il y a tout l'espace public. Toutes ces choses, évidemment, doivent avoir un toit. Et on est plutôt dans un contexte, dans nos pays, dans nos villes occidentales, dans lequel il y a beaucoup de bâtis et dans lequel on a bien construit pour accueillir tout cela. Ce n'est que plus tard que la direction a un petit peu changé. Dans ton métier, tu sais que dans le bâtiment, il y a des classes. On peut aller jusque des classes 8. Pour les grosses structures, par exemple un hôpital, c'est un classe 8. Je ne me trompe pas, hein. Je Oui, connais oui. un peu le secteur du bâtiment. Toi, dans l'architecture, tu allais dans tous les niveaux ? Non, je ne suis pas monté aussi haut. J'ai une toute petite structure dans mon bureau. On a varié entre 2 et 4 personnes, moi compris. Donc, on n'a pas la capacité de rentrer dans des projets de plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros. J'ai fait du marché public. J'ai fait quelques projets dont je suis plutôt content. Et c'est une chance de pouvoir entrer dans cette dynamique-là. Disons que je me suis arrêté à des échelles de gros bâtiments publics, genre musée, de l'ordre de 1500 mètres carrés, on va dire. C'est classe 3. Oui, mais ça, c'est plutôt pour les entrepreneurs. C'est pas les mêmes classes parce que c'est des classes de budget. Évidemment, les honoraires d'architectes sont largement en dessous de ces budgets. Mais ça correspond à peu près à une classe 3 en termes de travaux. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai bien cerné de la problématique. Voilà. Je crois que c'était important de situer le contexte pour bien comprendre l'enjeu du changement et de ce fameux déclic. Quand c'est fait le moment de se dire je vais changer ma façon de faire. Elle s'est faite, je pense, très très tôt, mais sans trouver les moyens. C'est-à-dire qu'à tout moment, je me suis dit que j'étais beaucoup plus intéressé de travailler avec des personnes qu'avec des grosses institutions et des structures un peu impersonnelles. Donc, c'était plus des travaux privés que j'ai fait. Il me semble que l'échelle d'un projet n'est pas un signe ou un moyen d'évaluer sa qualité. On peut avoir un petit écrin absolument parfait, qui plaît à celui qui va l'occuper, qui plaît à celui qui l'a créé, qui plaît à ceux qui le voient, et qui a une empreinte en plus qui peut être tout à fait louable. Et on peut avoir des bâtiments beaucoup plus glorieux qui ne sont pas du tout intéressants. Assez vite, je me suis dit que je voulais m'approcher des gens et essayer de rencontrer leurs besoins. Il se trouve qu'il y a un déclic qui s'est fait plus en moi que chez mes clients, qui était celui de vouloir réduire l'empreinte carbone, le poids sur l'environnement direct et indirect, les performances énergétiques et tout ça. Et donc, quand la loi sur la PEB, les performances énergétiques, a été votée, qu'on a collé cela à tous les projets d'architecture, moi, il m'a semblé évident de suivre cette formation et de devenir celui qui allait conjuguer cette approche basée sur l'énergie, sur les déperditions, sur la qualité du climat intérieur. Je trouve que c'est une belle formule. C'est pas moi qui l'ai du tout inventé, mais c'était pour pouvoir allier ça avec toutes les autres notions que j'avais utilisées jusque-là et que j'avais apprises à l'école et dans les bureaux où j'avais travaillé et au début dans mon bureau, c'est-à-dire l'équilibre entre les vides et les pleins, la lumière, les espaces, la représentativité d'une façade arrière, toutes sortes de choses qui faisaient qu'on s'identifiait au lieu dans lequel on vit et on habite. Là, il y avait quelque chose qui sortait un petit peu des besoins directs personnels, c'est indirect, clairement, mais moins personnel. C'était vraiment l'impact de tout cela sur
les biens communs. Tu t'adresses à des questions importantes, c'est l'énergie en fait, et c'est un des enjeux du moment. C'est un des enjeux du moment avec beaucoup de questions sont bien fondées et ces questions ne sont pas toutes complètement idiotes. Il y en a quelques-uns qui rejettent ça en bloc, bon, on va pas trop s'intéresser à eux, mais il y en a qui disent est-ce que c'est vraiment le véritable enjeu? Alors je voudrais juste revenir sur l'impact des grosses petites structures. Si on prend les projets qui sont aujourd'hui sortis sur des grosses structures dans une ville comme Bruxelles, ils se comptent sur les doigts de la main. On a Voilà. 600 000 logements. Exactement. Et je ne compte pas les entreprises, les bâtiments publics qui accueillent aussi et qui dépensent aussi de l'énergie. Il y a aussi la rénovation. Ah ben justement, c'est là que je veux arriver. C'est que ce qui construit a une empreinte presque plus soutenable aujourd'hui. Exactement. Tout ce qui a été construit, donc les centaines de milliers de mètres carrés, millions de mètres carrés qu'il y a dans une ville comme Bruxelles, a déjà mobilisé beaucoup de carbone, beaucoup de matière, beaucoup d'énergie, etc. Énormément de ressources matérielles et énergétiques. Et le fait de les conserver et de les rénover est beaucoup plus important que de démolir, reconstruire ou de construire des grands ensembles. On a parfois l'impression que les anciennes constructions, les anciennes maisons ont de si mauvaises performances énergétiques que, en fait, travailler dessus, c'est un petit peu mettre des emplâtres sur des jambes de bois. Eh bien, quand on fait le calcul, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur l'existant que de reconstruire, parce que là, on produit des déchets. Il faut savoir qu'on sort chaque année de Bruxelles l'équivalent de 3 fois ce qu'il faut pour construire le palais de justice en déchets de construction. Aujourd'hui, si on se mettait à tout démolir et tout reconstruire, on croulerait sous les déchets. Et on aurait une pénurie, un stress énorme sur les fournitures de matière. Ce qu'on a déjà. Sans compter que derrière ça aussi, il y a encore le transport de ces matériaux. Et d'ailleurs, à Bruxelles, initiative qui est sympa, qu'on peut saluer. Je mettrai le nom dans le texte du podcast parce que je l'ai plus en tête, en mémoire, mais il y a des gens qui commencent à faire du transport de ces matières premières par bateau. La ville de Bruxelles a la chance d'avoir un port et des canaux aussi de communication maritime. Il y a 3 hubs qui se créent, aussi bien pour l'acheminement des matières que pour l'évacuation de déchets. Tu les connais? Oui. Enfin, je suis au-delà de mes formations et de mon activité dans mon bureau. Je me suis très très fort engagé dans le monde associatif depuis quelques années, que ce soit ces 2 ASBL principalement, l'Union professionnelle des architectes, dont je suis administrateur et vice-président, et Architect in Brussels, qui est plutôt les architectes de Bruxelles, dont je suis administrateur. À ce titre, après avoir montré quand même tout le travail qu'on faisait dans ce monde associatif, la région nous a happés pour participer à ce qu'on appelle l'Alliance Rénolution, donc vraiment toute l'alliance qui vise à mettre en œuvre le projet de neutralité carbone en 2050 pour une région comme Bruxelles, donc c'est un défi énorme. Et à ce titre, je rencontre beaucoup d'acteurs, que ce soit des entrepreneurs, ceux qui s'occupent de mobilité et de tout ce qui est transport, manutention pour Bruxelles, y compris aussi des copropriétés, des syndics, des institutions publiques. Et à ce titre, évidemment, j'ai appris ce projet donc d'acheminement et je trouve qu'il est excellent parce que Bruxelles est saturée au niveau mobilité. Ouais, ils font du stockage et des péniches et c'est vraiment génial. Moi, j'étais visiter les infrastructures, c'est incroyable. Ça veut dire quoi finalement pour toi de entreprendre autrement? Si maintenant on fait le bilan aujourd'hui par rapport à tout ce parcours que tu as déjà eu, c'est quoi entreprendre autrement pour toi? Dans mon métier, c'est à 2 niveaux. Bon, d'abord, il faut entreprendre, c'est-à-dire travailler un peu autrement. En cela, on dispose d'outils informatiques comme tout le monde et on a une certaine charge. De ce point de vue-là, on utilise des serveurs, on utilise de l'information Internet. Au niveau de ma mobilité, je roule à vélo en ville. Là, c'est un impact minime. Je suis une toute petite structure qui ne va avoir qu'un impact infime. Par contre, chaque fois que quelqu'un vient me trouver pour faire un projet, je dirais qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui savent que je suis déjà engagé dans cette voie et qui savent que j'ai un certain savoir-faire et qui me disent en allant chez lui, on va brûler quelques étapes, on va pouvoir aller directement au but. Je dois avouer que ce n'est pas la majorité de mes clients. Il y a ceux qui viennent sans aucune intention de partir sur ce terrain-là, mais à tous les coups, je leur présente une manière différente d'envisager leur projet, de l'imaginer, de le construire. J'ai envie de dire d'avoir une démarche circulaire, c'est-à-dire de profiter un maximum de ce dont il disposent. Je rappelle que je suis architecte, donc pour moi, casser, tout reconstruire, ce serait beaucoup plus lucratif. On essaye de leur dire, le moins vous en faites, au mieux ce sera. Ils ne sont pas tous d'accord. Pas mal. Il y en a qui m'envoient paître, il y en a même qui ne me recontactent plus après ça. Parce que je suis qu'un écolo idéaliste et qu'eux, ils voulaient une nouvelle écolo piscine. bobo et les clichés classiques qu'on entend. C'est facile d'étiqueter pour pas réfléchir. Et voilà, c'est malheureusement souvent le cas. Et puis, il y en a d'autres avec qui on part sur ce projet et on découvre quelque chose. Enfin, je leur fais découvrir quelque chose. Alors souvent, il y a malgré tout une barrière qui est celle du budget. Parfois, en fait, il y a des choses qui sont vraiment pas chères. Et puis aussi, surtout, pour ce qui reste cher, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de demande. Et si tout d'un coup, la demande est là, ça va descendre de prix aussi. Une démarche circulaire, biosourcée, géosourcée. Donc j'entends provenant d'un maximum de matériel naturel avec peu d'impact et une capacité de réemploi et de recyclage pratiquement infinie. Géosourcé, c'est plus local, va être moins cher à une seule condition. C'est qu'on abandonne toute une série
de préjugés, de stéréotypes qu'on a en tête, qui veulent en général aujourd'hui qu'on consomme, qu'on veuille du neuf, qu'on veuille du clinquant, qu'on veuille du brillant, qu'on veuille ce qui nous met en valeur. Et on revient au débat de départ que tu es en train de mettre en avant. Oui. Les gens veulent construire et si tu leur dis de rénover, ils te fouillent presque. Alors rénover, non. Mais rénover énergétiquement et durablement, oui, parfois on me Ah, fouille. c'est ça, quoi. Rénover, non. Aujourd'hui, en ville, je dirais que les rénovations sont à peu près 95% des projets qu'on fait. En dehors des villes, on peut en parler, ce serait un débat, mais évidemment, là, on construit plus. Mais c'est une grave erreur. Ce que je veux simplement dire, c'est que le fait de participer à une démarche durable, en fait, est tout à fait intéressante au niveau budgétaire si on se fait à l'idée qu'on construit pour son bien-être, pour soi et par extension pour la planète, l'environnement direct, indirect, plutôt que pour son image. Ouais, c'est ça. C'est l'image qui coûte énormément d'argent. Le paraître. C'est une grosse question dans la société actuelle, le paraître, l'ego. Si tu devais maintenant mettre en avant ce qui te rend le plus fier, ce serait quoi? Je ne suis pas vite fier de moi, mais j'ai envie de dire, c'est de créer des connexions. L'architecte, par essence, est quelqu'un qui est le vecteur entre différents paramètres. Il part d'un sol, il joue avec les éléments, il construit avec de la matière, il y a du social avec ce qui occupe, ce sur quoi il travaille. Bref, il n'est ni sociologue, ni météorologue, ni géologue, ni expert, ingénieur, en tout ce qu'on... Il n'est expert en rien, mais c'est quelqu'un qui arrive par sa démarche intellectuelle et artistique aussi à faire un lien entre tout cela. Et l'idée de lien me paraît importante. Moi, j'ai rajouté, je parle de tissage, par exemple. Si on parle d'une série de fils, ces fils, séparément les uns des autres, n'ont pas beaucoup de valeur. Une fois qu'on les assemble, qu'on les tisse ensemble, parfois avec un projet artistique, même souvent, dans le but de créer un vêtement, une toile, on n'est pas vêtu de fils qui pendent, on a quelqu'un qui a tissé les choses entre elles. Et c'est ça que je veux dire par rapport aux différentes disciplines avec lesquelles un architecte jongle, c'est qu'il tisse une série de choses. Et moi, j'ai essayé de rajouter les performances énergétiques, de nouveau, qui est quelque chose de très discutable et dont je discute beaucoup, la durabilité, c'est-à-dire l'empreinte, le côté extérieur, donc le côté biodiversité, la gestion de l'eau, toute une série de petits problèmes satellites qui gravissent autour de l'art de bâtir et qui jusque-là étaient accessoires. Moi, j'essaye de les rassembler au sein d'un même projet. C'est un effort de tous les jours, donc il n'y a pas encore de quoi en être fier, mais quelquefois on voit émerger une petite pousse, un projet qui a réussi, et on se dit là, c'est extrêmement gratifiant. Moi, ma vision, c'est qu'un architecte, justement, c'est celui qui va avoir le premier dialogue avec le client. C'est celui qui va influencer non seulement le design, un style, mais aussi toutes des réflexions. Tu es l'élément central entre tous les corps de métier et tu peux faire intervenir toutes les réflexions sur l'écologie, la responsabilité de la conscience écologique à chaque étape. Un architecte, c'est quand même celui qui peut influer la majorité du projet, non? Non, on a un rôle. Quand il y a une oreille pour nous écouter, on peut avoir un rôle. Malheureusement, il y a beaucoup plus souvent des contingences comme le budget. Certaines personnes vont dire on va plutôt écouter notre portefeuille et on veut quand même paraître, on veut quand même le dernier cri en termes de je sais pas quoi, la cuisine, la piscine. Enfin bon, je construis pas beaucoup de piscines, ça tu l'as compris, mais des choses comme ça. Et ils disent voilà, nous c'est bien gentil, on a fait l'effort. C'est un petit peu comme le discours permanent qu'on entend en bruit de fond. Oui, il faut réduire notre empreinte, attention au climat, etc. Mais faire quelque chose. Ouais, écoutez, je trie mes déchets, c'est bien assez. Je ne vais pas aller jusqu'à caricaturer certains clients qui rejettent ma proposition sans forcément rejeter mon travail. Après, on fait quand même le projet. Je n'ai pas vraiment le luxe de pouvoir dire si vous ne me suivez pas, je ne vous suis pas. J'ai quand même un bureau qu'il faut faire tourner. Donc malheureusement, ce n'est pas la totalité de mes projets que j'inscris dans une démarche durable. Mais lorsqu'il y a une écoute, en effet, on prend un peu d'importance. Sinon, parfois, ils écoutent leur entrepreneur, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, qui va leur dire « Oui, mais non, mais ça, c'est des trucs nouveaux, ça, c'est... Dans 5 ans, on n'en parlera plus. Faites comme moi, je fais comme ça depuis 30 ans. » Mais toi, tu dialogues avec eux. Je dialogue avec eux, et là aussi, il y a des entrepreneurs qui sont ouverts à des modifications, à parler ensemble. Pour moi, l'entrepreneur est la personne sans laquelle je n'existerais pas. Enfin, le bon entrepreneur. Si je ne travaillais pas avec des entrepreneurs, je serais dessinateur de BD, je serais utopiste à créer des villes ou des maisons extraordinaires, ce que j'ai fait dans des délires. On parlera d'utopie tout à l'heure, tu verras. Donc le fait de travailler avec un entrepreneur, sans lui, je ne peux pas mettre en œuvre les idées. Donc ce dialogue est hyper important. Ouais. Il y en a qui sont pas très, très malins et qui font un travail extraordinaire parce qu'ils font ce que je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas maçonner, je ne sais pas plâtrer, je ne sais pas couvrir un toit, je ne sais pas installer une chaudière. Je leur confie cela et parfois ils me suivent, parfois ils ne me suivent pas. Mais alors quand la magie
s'installe entre les différents acteurs, le client, l'entrepreneur et moi, parfois un acteur externe, parce que je répète, je ne suis pas expert en tout, parce que parfois je fais aussi appel à des experts en matériaux biosourcés, en recyclage, en inventaire de matériaux, etc. Donc ce sont vraiment des nouvelles professions presque qui émergent. Eh bien, quand ce miracle a lieu, alors là, c'est le bonheur absolu. Il faut en profiter parce que c'est pas tout le temps. Du coup, ici, on va toucher un sujet qui est aussi un élément qui va intervenir, parce que tu parlais des freins du budget, tu parlais des freins de la vision de certains partenaires ou de ton client par rapport à ses choix, et puis il y a un autre acteur qui est important qu'on n'a pas encore cité, c'est le monde politique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du monde politique pour que finalement, des consciences comme la tienne, qui s'installent dans une démarche d'entreprendre de façon éco-responsable, soient finalement une norme? J'y crois pas dans le système actuel. Et je suis contre le totalitarisme, donc d'abord j'explique pourquoi je n'y crois pas. Les temps sur lesquels on peut vraiment changer les mentalités, les infrastructures, la manière de vivre, d'habiter, En non profondeur, pas quoi. entre sa cuisine et sa Ouais. chambre à coucher. Je parle entre son lieu de travail et son lieu d'habitation, le lien que tout cela a. Ces changements-là se sont construits durant des décennies et mettraient une bonne génération avant de pouvoir être réellement bien réorganisés dans une démarche plus durable. Les temps sur lesquels un homme politique ou une femme politique réfléchissent, c'est entre deux élections. Si on met un projet en route sur 20 ans, il risque fort, la législature suivante ou la suivante encore, d'être cassé parce que ça n'a pas abouti, ça ne marche pas, etc. Donc il faudrait réinventer le contrat social? Il faudrait réinventer le contrat social, il faudrait aussi plus se baser sur des conventions publiques, des conventions citoyennes, dans lesquelles on a un mix entre des hommes politiques qui continuent à faire un boulot, ils ont des formations et ne sont pas du tout inutiles. Mais disons qu'eux focalisent la moitié du temps sur les élections suivantes et un cinquième du temps sur l'euphorie de celles précédentes qui les ont amenés là où ils sont. Et entre les deux, ils n'ont pas le temps de faire grand-chose qui soit réplicable ou sur le long terme. Donc, des hommes politiques et des femmes politiques, des experts, donc vraiment des personnes qui vont savent de quoi ils pouvoir parlent. Ouais. parler de telle et telle chose, les plus neutres possibles, et puis des personnes tirées au sort. Bon, là, il y a 36 Ou des exemples citoyens. qui existent, depuis la démocratie athénienne jusqu'à des exemples beaucoup plus contemporains. Alors, c'est pas la norme, mais je trouve que ça aurait peut-être une chance sur des projets de civilisation, de société, ça aurait une chance de permettre d'arriver au bout. Après, pour tout ce qui est la gestion quotidienne, on peut continuer avec des hommes politiques et des administrations. Tu as utilisé tout à l'heure le mot utopie. Puisqu'on parle de pouvoir et d'utopie, si je te donnais une baguette magique aujourd'hui, que je te dis, tu as tout pouvoir, tu as toutes les possibilités, il n'y a pas de limite à ce pouvoir, t'en ferais quoi de cette baguette magique? J'en demanderais bien 20, des baguettes magiques, à mi-cadeau magique. Il y a tellement de boulot. C'est pas une bonne réponse. Et les génies, en général, disent ça marche pas. T'as 3 chances. Il faut faire un choix, quoi. Voilà. Ou une chance, voilà. Et en plus, là, j'en ai qu'une. Donc, moi, il me semble que on est beaucoup occupé à réfléchir, c'est mon métier d'ailleurs, autour de solutions techniques, de solutions à un problème. Et en fait, on tourne autour de réponses à des mauvaises questions. Les réponses sont parfois très justes, mais les questions ne sont pas toujours très bien posées. Donc, moi, il me semble que si j'avais une baguette magique, il y aurait une espèce de gaz qui n'est pas hilarant, qui n'est pas asphyxiant, qui n'est pas immobilisant, non, donc plutôt Stimulant. vertueux, voilà, Stimulant, vertueux. un filtre magique qui s'abattrait sur le monde et qui détacherait l'humanité, ou en tout cas le monde occidental, du désir de posséder, du désir de vouloir plus, du désir du matériel, plutôt que donner du sens aux choses. Le sens aujourd'hui est un peu perdu au profit, si on peut appeler ça un profit, d'une conséquence directe, vraiment d'une conséquence directe de nos actes. C'est-à-dire, je vais perdre de l'argent, je vais en gagner, je vais être défavorisé, etc. Aujourd'hui, le sens se construit sur le beaucoup plus long terme. Et le sens, c'est être d'abord bien en société, bien dans son travail, bien dans sa maison, dans son logement, dans sa copropriété, coloc, que sais-je. C'est être bien en ville et avoir un impact beaucoup moins fragilisant et être dans une situation beaucoup moins fragile que celle dans laquelle on vit. Il ne faut pas oublier que la plupart d'entre nous vivent en ville, malgré tout. Et la ville est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre tout le temps. Je ne voudrais pas avoir tous les pouvoirs. En général, quand quelqu'un a tous les pouvoirs, il en fait un très mauvais usage. Et je suppose que je ne serai pas différent des autres. Non, c'est plutôt rêver de... Tout à coup, les gens se libèrent de matérialisme pour aller vers du sens. J'aime bien ta réponse, elle me plaît beaucoup. Justement, toi, maintenant, tu es devenu membre de Kaya. Comment est-ce qu'on se sent quand on est membre de Kaya? Est-ce que tu as le sentiment que ça t'apporte une plus-value aussi? Et laquelle? Oui, ça apporte de la plus-value. Bon, je suis membre récent, donc je ne peux pas Justement, dire c'est pour que ça que je pose la question. Oui. je n'ai pas encore participé à énormément d'événements et je devrais en tout cas le faire beaucoup plus. Ce que je pense surtout, pour avoir aussi participé, je le continue dans le monde associatif, c'est de se sentir entouré de personnes qui pensent à peu près comme soi.
C'est-à-dire qu'il y a une frustration énorme, voire même une anxiété à porter un projet auquel on croit, dont les valeurs Sont sont fortes. pour des personnes, et je parle de moi, incontournables. On ne pourrait pas vivre sans et de se sentir complètement isolé et incompris. Oh, que je te comprends. J'appelle ça ramer à contre-courant. Ouais, c'est ça. Et on se trouve dans un petit endroit de la rivière qui est avec un peu moins de turbulence et on peut essayer de construire là-dedans parce que tant qu'on rame contre le courant, on risque d'arriver déjà aux cascades et terminer mal, mais on n'a pas le temps de se donner la réflexion. Or, être chez Kaya ou Cobuild ou dans le monde associatif, c'est être entouré de personnes qui réfléchissent à peu près à la même chose que moi, avec parfois des directions différentes. L'essentiel, on n'a pas le même chemin, mais on arrive au même port. Et de prendre le temps. Et prendre un temps pour le faire et se dire « Ouf, je ne suis pas complètement isolé. Il y a d'autres personnes qui sans doute connaissent les mêmes difficultés, les mêmes angoisses et parfois les mêmes petites réussites, les petites étincelles qui émergent. » À partager intensément. Alors justement, dans le texte du podcast, il y aura un lien vers un répondeur vocal et j'invite les auditeurs et auditrices à nous faire un petit message vocal à te laisser pour te dire voilà, tu n'es pas seul, un encouragement, une gratitude, pourquoi pas te poser une question ou pourquoi pas te contacter pour un projet, dans tout ce que tu fais dans tes activités, eh bien faites-le, n'hésitez pas à laisser un message vocal et moi je transmettrai volontiers à Erwin votre message vocal et puis n'hésitez pas à rejoindre la coalition Kaya et à vous abonner à la chaîne YouTube qui est importante, pourquoi ? Parce que on transcrit déjà ces podcasts pour les sourds et malentendants, mais je commence de plus en plus à fournir aussi des fichiers de sous-titrage dans le format vidéo du podcast qui permet de traduire ce podcast dans plusieurs langues. Et donc, à l'oral, c'est qu'en français, mais finalement, à l'écrit, on pourra le lire dans de plus en plus de langues dans le futur. Et plus le message sera universel, plus on sera inclusif, plus je pense qu'on sera nombreux et nombreuses colibris à agir pour un monde meilleur. Merci pour ton temps et ta passion. Avec plaisir. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Paroles d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.